Non mais peut-être que le sexe est inné, mais la sexualité, ça s'apprend. Viens, on fait un podcast sur la sexo. C'est le sexe à l'état pur. Basium, ça te dit comme nom? Franchement, je suis fan. J'adore. Cette intimité soudaine me convient très bien. Mon approche, dégénitaliser la consultation et considérer l'individu et son corps dans sa globalité. J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. Salut Margot. Salut Diane. Aujourd'hui, on est à Paris. On est chez toi. C'est l'été, il fait très chaud. Et on est super excités parce que on tourne notre premier épisode, l'épisode 0. Et dans cet épisode, on va vous expliquer ce que c'est Basium. On va se présenter et surtout, on va vous dire pourquoi on a imaginé ce podcast. Si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est qu'on aura réussi à lancer un projet qui nous tient à cœur et qui s'appelle Basium. Basium, c'est un podcast qui a pour but de parler de sexualité ultra simplement. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Basium, ça veut dire embrasser en latin. Et à l'oreille, on entend bien la base, les fondamentaux, la simplicité. C'est ce que ça nous évoque. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans la révolution sexuelle qui est en train de se jouer, dans la libération de la parole, le côté expert en plus, bien évidemment. Vous ne vous intéressez pas au sexe ? En toute simplicité. Et je vous promets solennellement ce soir qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. Pour ce faire, on a imaginé un format d'échange sur la base du volontariat. C'est-à-dire que l'une d'entre nous reçoit une personne avec une problématique et on va en parler pendant environ une 30aine de minutes. Et suite à cet échange, l'autre va prendre le relais et du recul pour ajouter son petit grain de sel et dire ce qu'elle en a pensé. Margot, je sais que quand on a réfléchi sur le podcast, quand on a travaillé sur l'intro, qu'on a travaillé sur l'identité, il y a un mot que tu as trouvé à un moment, où je sais plus si c'est moi qui l'ai trouvé ou je sais plus, mais en tout cas, conversation croisée, c'était tellement important pour toi et pour nous. Ouais, clairement. En vrai, finalement, on va se dire qu'on a trouvé ensemble, mais je pense que c'était toi. Parce que justement, derrière, finalement, ce mot conversation croisée, il y a 3 types de conversations. La première, c'est celle entre la personne qui mène l'interview, donc soit toi, soit moi, et la personne interviewée. La deuxième, c'est celle de nous deux, qui conclura l'épisode avec un œil expert et différenciant. Et enfin, la troisième, finalement, c'est celle de l'épisode avec vous, chers auditeurs et chères auditrices, qui nous écoutez. En fait, on a voulu proposer ce format-là pour 2 raisons. Déjà parce que ça nous permet de mieux gérer notre temps. TMTC, Margot. Et aussi parce que toi et moi, on a des approches qui sont très différentes. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, ça se voit tout de suite qu'on est différentes. Et on a estimé que cette différence-là, c'était une force. Et c'était d'ailleurs notre force principale, que les approches se complètent et permettent d'élargir un peu plus le champ des possibles et le champ de la réflexion dans la sexualité. De mon côté, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je le cache pas, et c'est même marqué sur mon site internet, j'ai une approche extrêmement basée autour de la psychanalyse et la psychanalyse jungienne, pour la simple et bonne raison que moi-même, j'ai fait une psychanalyse et je la fais encore depuis déjà plus de 5 ans, et que j'aime beaucoup aller creuser, comprendre l'origine de l'enfance. Je passe énormément de temps durant l'anamnèse, qui est la première consultation, à aller comprendre les liens familiaux, l'arbre généalogique, le rôle de la mère, le rôle du père quand il y en a un ou quand il y en a une, et essayer de tisser des liens. Il y a des fois même je m'éclate à leur demander d'écrire leurs rêves et de m'en parler en consultation. Et donc c'est vraiment cette approche teintée de psychanalyse que j'aime. Et toi, je sais d'ailleurs que ton approche, elle est un petit peu différente. Elle est très différente. Moi, j'ai une approche qui est plus terre à terre. Je sais que énormément de choses se jouent dans l'enfance et j'en suis super consciente. Moi, j'ai une approche qui est plus de l'ordre de l'analyse systémique. Finalement, l'analyse systémique, c'est prendre un individu à un instant T, donc au moment où il te consulte, et prendre en fait tout le système qu'il y a autour. Donc, les systèmes familiaux, les systèmes de couple, le système du boulot, comment ça se passe au boulot en ce moment. J'essaye vraiment d'avoir un point de vue holistique sur l'individu et l'environnement qui l'entoure. Et après, on va aller gratter un petit peu partout, ouvrir plein de portes. Souvent, je commence mes séances comme ça, et je pense que toi aussi, pour le coup, de dire, OK, en fait, mes séances de sexo, c'est comme un long couloir avec plein de portes. Moi, mon travail, c'est d'ouvrir un maximum de portes, de vous montrer ce qu'il y a derrière. Et il y a 3 solutions. Ou vous regardez derrière et vous me dites, OK, il y a des choses à explorer, on y va. Dans ce cas-là, on creuse. Ou, deuxième option, il n'y a rien derrière cette porte-là pour moi, ou c'est pas ma tasse de thé, ou j'ai rien à dire là-dessus. Ou troisième option, je sais qu'il y a un truc, je sens, mais je suis pas prête à y aller pour le moment.
Mais c'est vrai qu'au début, j'aurais pas pensé qu'on aurait pu faire un podcast comme ça avec 2 personnalités et aussi 2 approches super différentes. Je sais que c'est souvent la guerre entre les psychanalystes et les systémiciens et je trouve ça cool qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Ouais, et puis en plus de ça, pour donner les petits secrets de notre relation, on est en intervision. Donc ça veut dire qu'on se parle de nos cas toutes les semaines et en fait nos pratiques se nourrissent mutuellement et c'est pour ça que quand on a eu l'idée de faire un podcast, c'était évident en fait qu'on allait, au contraire, comme on l'a expliqué au tout début, quand il y en a une qui enregistre, l'autre elle permet d'apporter son regard ou de préciser des éléments qui auraient peut-être pu ne pas être abordés au cours de l'enregistrement avec l'interviewé. J'adore quand je te parle d'un cas et que tu me dis « Diane, c'est le père ». Et ça me pensait aussi aux fois où tu me dis « Non mais peut-être que c'est ci, que c'est ça et que c'est son grand-père qui machin » et je te dis « Ouais, ou peut-être juste il est fatigué ». C'est ça. Et des fois, moi, j'aime trop aller chercher tu sais, pas la couille dans le pâté, quoi, mais là où ça a planté dans l'historique familial et ce qui s'est rejoué durant l'enfance et ce qui rejoue. J'ai passé 1 heure en consultation la dernière fois à expliquer le stade anal de Freud à un de mes patients. Oh, waouh. Bon, peut-être que je suis allée un peu loin. Maintenant qu'on vous a expliqué un petit peu ce qu'était Basium, je pense qu'il est temps, même si on a un peu commencé à le faire, Margot, qu'on se présente. Oui. Parce que c'est toujours plus agréable de savoir qui on écoute avant d'aller plus loin. C'est vrai que moi, quand je commence à écouter des podcasts et que j'ai pas suivi, je prends un épisode comme ça au hasard, et que je sais pas qui parle, ça me frustre. Donc, qui es-tu, Margot Théroux ? Je me définis comme étant sexologue. Féministe, ça c'est hyper important. Et j'ai envie de le préciser parce que pour moi, c'est pas un gros mot et ça ne le sera jamais. Je suis engagée par ma communication, parce que je publie et ce que j'écris sur les réseaux sociaux pour l'égalité homme-femme. Là où ça va influencer la sexologie, c'est que je refuse en fait qu'on dise que les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça. Par exemple, non mais il a plus de désir que moi parce que c'est un homme. Et en fait, c'est là où effectivement... mes connaissances, mes accointances avec le féminisme et par le fait que je suis quelqu'un de très militant dans ma façon d'être et de communiquer, fait que ça influence ma pratique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je ne suis pas misandre. Donc, qui je suis ? Donc, clairement, sexologue, engagée contre les violences faites aux femmes et un peu plus aussi, j'écris beaucoup sur le sexe et l'argent. Ça, c'est un de mes sujets de prédilection parce que j'aime bien, en fait, je trouve que la question de l'argent, elle croise le féminisme, la sexologie et la vie avec un grand V de manière générale. Et puis, je suis une fan de Freddie Mercury. Bien sûr. On est dans mon appart, tu as un vinyle, j'ai un tatouage. Bref, il y a un petit pins de Freddie Mercury. Il y a du Queen partout. Il y a du Queen partout, mais finalement, c'est peut-être parce que je suis un peu une Queen aussi. Et que tu habites aussi avec un nom... dans une rue. Avec une rue avec un nom de reine dedans. Tout à fait. Ah oui, dernier truc, je suis humble. On avait, d'ailleurs, toutes les personnes qui nous écoutent s'en sont déjà rendues compte. Tout à fait. Et toi, Diane, qui es-tu ? Donc, moi, c'est Diane Deswart. J'ai 29 ans. Je vais bientôt avoir 30 ans. Je suis originaire de Lille, à la base. J'ai vécu pendant 7-8 ans à Paris. Et puis, j'ai fait un move de grande personne. Donc là, je suis en train de m'installer en Bretagne. Bravo. Je suis en train de me mettre au calme en Bretagne parce que j'ai besoin de nature, j'ai besoin de campagne, j'ai besoin de tranquillité. Et j'avais besoin aussi d'un grand endroit pour accueillir des amis et de la famille parce que c'est très important pour moi, les liens que j'entretiens. Je me définis aussi comme sexologue. Alors, sexologue non médecin ou sexothérapeute, c'est comme ça que je me présente. Je reçois en grande majorité des femmes. Parfois aussi des couples, mais en grande majorité des femmes. Mais pas par choix. Pas par choix au début, mais finalement, je pense que je préfère travailler avec des femmes. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes que je suis, c'est des moins bonnes thérapies ou que ça se passe moins bien. Mais je pense que je préfère recevoir des femmes en consultation. Donc finalement, j'imagine que même si ce n'est pas par choix de départ, t'attires un petit peu aussi ce que tu veux. En tout cas, quand t'es aligné avec ce que tu penses. Donc voilà, je reçois en majorité des femmes. Je suis féministe aussi,
mais je l'affiche beaucoup moins que toi auprès des gens que je consulte. Je pense que une de mes forces, c'est de consulter des gens qui viennent vraiment de partout, de toute classe sociale, de tout âge. La semaine dernière, j'ai eu 4 personnes de plus de 55 ans et j'ai adoré. Des dames qui se posaient plein de questions. J'adore reprendre l'éducation sexuelle au début. Et mon sujet de prédilection, c'est le désir dans le couple. Alors, c'est un des motifs premiers de consultation. Mon deuxième sujet, c'est aussi les douleurs. Les douleurs lors de la pénétration et les douleurs vulvaires, sur le côté psychosexuel, évidemment. Mais oui, le désir dans le couple, l'écart de désir dans le couple, c'est un sujet qui me touche énormément, et personnellement, et professionnellement. Je trouve que c'est un sujet qu'on adresse pas assez, mais mal. Et voilà, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'aider les femmes qui, en général, subissent cet écart de désir dans le couple. À ce titre, tu as fait une conférence au Grand Rex et tu as sorti un livre qui s'appelle S'explorer le désir sexuel, chez Mango Édition. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Bien vous sûr. retrouverez toutes les bases de ma pratique sur le désir sexuel. Elles sont amenées à évoluer, elles ont déjà évolué depuis que j'ai fini d'écrire. Mais en tout cas, les bases sont là. Margot, pourquoi t'es devenue sexologue ? Vrai sujet. Moi, à la toute base, je voulais devenir gynécologue. Un besoin découvert grâce à la psychanalyse de vouloir guérir ma lignée de femmes. De tout un tas de traumatismes dont il avait été question. Et je suis fascinée par le corps des femmes depuis mon plus jeune âge. Alors, fascination bizarre, hein, mais fascination quand même. Je trouve que le corps d'une femme enceinte, il n'y a rien de plus beau. Mais quand j'avais 18 ans, un petit ami un peu oppressant qui m'avait clairement dit que... Enfin, un peu oppressant, clairement pervers narcissique, hein, qui m'avait clairement dit que si jamais je faisais fac de médecine, il me quitterait. Donc, j'ai fait une école de commerce. Oh, le con. Clairement le con, on a le droit de le dire. Et bref, école de commerce, alors c'est le choix du roi, hein, parce que c'est vraiment un choix de bourgeoise. Hein. Enfin, tu vois, c'était pas comme si je devais... Enfin, voilà, je sais que je fais partie de la classe privilégiée. Et pour la faire courte, le moment du confinement, le premier confinement, on pouvait vraiment pas sortir. Ça a synchronisé avec un vieux rappel de Facebook qui m'a rappelé les bêtises que j'écrivais à ce moment-là sur mon profil. Mais parmi ça, il y avait le fait que j'hésitais entre gynéco et école de commerce. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est le signe que t'attendais. Sauf que faire gynéco à 28 ans, 12 ans d'études, c'est pas comme si les études de médecine, c'était les plus chill où tu pouvais bosser à côté. T'as mis un statut Facebook en disant que tu hésitais entre les deux ? Ouais. Tu sais, c'était au moment où tu racontais ta vie sur Facebook et t'écrivais sur les murs, tu sais. Ah oui, t'écrivais sur les murs. Genre, salut, ça va, et puis ça va, SA, plus loin VA, tu vois, et 3 points d'interrogation, tu vois. Tu sais que j'ai retrouvé mon blog, enfin, je sais qu'il existe, je sais que je connais l'adresse, que je n'ai pas communiquée, et là, je pense que c'est bientôt, dans quelques semaines, Skyblog ferme et va tout fermer, donc il va tomber dans les méandres. Il faut absolument que je prenne des screens. Ah oui, ça fera partie des reliques. Bah malheureusement, j'aurais bien aimé que Facebook ferme aussi, vois-tu. Parce que bon, ça c'était peut-être la chose la plus intelligente que j'avais écrite sur mon mur à ce moment-là. Et puis tu sais, où tu racontais ta vie en couple, c'est compliqué, machin, truc. Ah oui. Moi je l'ai fait ça. Et en situation, t'as mis c'est compliqué pour mettre la pression à quelqu'un. Bah, ce même mec. Mais c'est vrai qu'il y avait sur les Facebook, machin, se sent. Et genre tu dis, trop bien parce que le cours de maths a été annulé et que j'aime pas les maths. Et genre, tout le monde mettait ça et t'étais trop content de mettre ça. Ça paraît très loin et je pense qu'on paraît très vieille. Ouais. Mais franchement, ça me dérange pas. C'était en 2010. Quand on dira à nos enfants qu'on est nés dans les années 1980 quelque chose, ils vont péter un câble. Bah moi, ça sera surtout quand je verrai leur date de naissance qui va me faire péter un câble. Je pense que ça va nous faire moins péter un câble que eux. Ils vont penser que les enfants qui se rendent pas compte du temps, ils vont nous demander si on a vécu la guerre ou les dinosaures ou le Moyen-Âge et tout. Hein. 1900, Margot. J'étais née à un moment où tu n'étais... Jacouille. Nous nous éloignons. On s'éloigne. Pourquoi la sexo, Margot, finit? Donc, du coup, j'ai pas fait gynéco, je retourne sur ce statut Facebook. Et je regarde pour faire des études de gynécologie, je regarde pour faire des études de sage-femme. Et je pense que ça, c'est un truc que je ferai dans quelques années. C'est un truc qui me plairait bien. Mais pareil, ça coûte 5 ans, ça coûte très cher. T'as 28 ans, enfin, Compliqué. Je venais d'acheter mon appartement, enfin bref, très compliqué. Et la sexo, et je vois que c'est 3 ans. Et je me dis, bah go. Et cette envie, elle est venue grâce à la psychanalyse. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'en parle à mon psychanalyse et avec qui on avait fait un long travail sur ma lignée de femmes bien des mois avant.
Et il me dit, bah, go, quoi. D'où l'amour que je porte à cette discipline et que je mets dans ma pratique un peu beaucoup. Tu penses que tu seras sexo toute ta vie? Je pense, ouais. Peut-être que si je fais sage-femme, j'en sais rien, mais ça restera un plus à voir. Mais ouais, je pense. Je pense que c'est ma mission de vie. Et toi, pourquoi la sexo, Diane? Toi, tu dis que tu as été fascinée par le corps des femmes. Moi, j'ai toujours été fascinée par les amoureux. Regarder des gens s'embrasser quand j'étais petite, pour moi, c'était un spectacle incroyable. Est-ce que tu faisais partie des enfants qui s'arrêtaient et qui regardaient avec les yeux écarquillés? Absolument. Je regardais des gens s'embrasser et ça me semblait incroyable. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais fascinée et je m'arrêtais systématiquement et je regardais tout le temps. Enfin, vraiment, c'était quelque chose qui me fascinait. Je sais pas du tout d'où ça vient. Mais pareil, je me souviens... Alors, c'est un peu bizarre de dire ça. Je pensais pas dire ça, mais quand j'étais petite, c'est des choses que les gens font quand ils habitent en province, tu vois. Aller à la piscine le samedi en famille. Et il y a toujours un petit coin un peu plus reclus et c'est un peu le coin des amoureux. Enfin, pas reclus, mais t'as des trucs un petit peu... Des alcôves. Des espèces d'alcôves, enfin, les bains à bulles, machin, et t'as des ados, genre, qui se rapprochent, ils font rien, tu vois, mais juste ils se rapprochent. Mais moi, je mettais mes lunettes et j'essayais de comprendre ce qui se passait dans ces trucs-là, parce que il se passait quelque chose. Donc bref, j'ai toujours été fascinée par les amoureux. Également, j'ai eu droit à une éducation sexuelle hyper cool de la part de ma mère et de mon père aussi, mais surtout de ma mère, qui a répondu à toutes mes questions et qui a laissé le canal ouvert. C'est-à-dire que j'ai jamais été gênée de poser une question. Je me souviens d'une fois où je rentre, j'avais une nouvelle école. Je suis arrivée en 5e. J'entends plein de mots super bizarres à l'école. Il y a mon petit frère derrière. Et tous les jours, elle me demandait comment s'était passée ma journée et tout. Elle était super attentive. Enfin, elle est toujours d'ailleurs. Et qu'est-ce que t'as appris? Bon, je dis ce que j'ai appris à l'école. Et puis je dis, par contre, il y a des mots qu'ils disent à l'école, je ne comprends pas. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils disent? Et je dis, c'est quoi une fellation? Et là, ma mère, elle m'a regardée. Donc j'avais quoi, 11 ans? Elle m'a regardée et elle a pas paniqué. Je pense qu'elle s'est dit, oh merde, ça arrivait plus tôt que ce que je pensais. Mais on est rentré à la maison et elle m'a expliqué ce que c'était, tu vois. Comment t'as expliqué ça? Bah, elle m'a dit, c'est quand il y a une femme ou un homme qui lèche le zizi de un autre homme. Mot simple. Et j'étais là, ah, c'est dégueu, tu fais ça, toi? Elle m'a dit, ça par contre, je ne te répondrai pas. On a big up à ta maman. Donc, big up à maman. Et en fait, quand j'ai grandi, plus tu grandis, plus c'est un sujet quand même central au collège, au lycée. T'en parles dans la cour de récré, c'est quand même un truc. Et en fait, je me rends compte, au fil du temps, que mes copines n'ont pas du tout eu droit à une éducation sexuelle. C'est-à-dire que les règles, elles comprennent un peu ce que c'est, mais elles savent pas qu'il faut se protéger. Elles savent pas, je sais pas, les bases d'une relation saine. Enfin, il y a plein de trucs qu'elles savent pas. Et moi, j'ai eu la chance de savoir. Et je me dis, merde, c'est pas normal. J'ai envie. Je sentais qu'il y avait un truc qui m'appelait, tu vois. Et donc, un jour aussi, salle d'attente, je tombe sur un magazine, une interview d'une sexologue. Je me souviens plus du tout qui c'est, hein, mais je me dis, waouh, trop bien. Je ferai ça quand j'aurai 40 ans. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je me dis, je ferai ça quand j'aurai 40 ans. Je fais des études de communication, je fais des études de commerce aussi, je fais un master commerce aussi. Je bosse en agence de pub, horrible. Je bosse en start-up, dans des super start-up. Ça se passe très bien. Et puis, avant le Covid, je décide de commencer ma formation de sexo à distance, en même temps que mon boulot, en sachant que depuis que je suis ado, tout ce qui tombe à la télé, les documentaires, puis plus tard les podcasts, les émissions de radio, les livres, les articles scientifiques, je me suis inscrite super tôt au JDSSM, tu vois. C'est le journal de la santé sexuelle, de la médecine de santé sexuelle, où je lisais des trucs random comme ça. Sur moi, je ne connais pas. Mais et donc, du coup, ça a toujours éveillé ma curiosité. Donc, un peu un travail autodidacte, plus cette formation-là. Et après, en bossant, du coup, pour... quand on a lancé Mia.co avec l'équipe de Charles.co, qui est une plateforme de santé sexuelle. Qu'on adore. Qu'on adore. J'ai eu l'occasion de travailler avec Camille Bataillon. Qu'on adore aussi. Et avec Gilbert Boujaoudé, qui sont des sexologues tous les deux. Alors, Gilbert est médecin et Camille est sexothérapeute. Donc, j'ai pas travaillé dans leur cabinet, mais je leur parlais tous les jours. On parlait de la pratique et j'ai beaucoup appris auprès d'eux et la sexo. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier exactement? C'est les gens.
le fait de se sentir utile. Et je sais pas, je me sens juste à ma place, quoi. Toi, si tu penses que ça va être un truc que tu vas faire toute ta vie? Franchement, ouais, j'espère. On sera daronne, genre. Enfin, tu sais, genre en mode Jean dans Sex Education. Mais mon rêve, Bien parce sûr. que je bosse sur une start-up à côté et j'ai repris les codes parce que je travaille avec une copine qui est directrice artistique et j'ai pris des screenshots de Jean de Sex Education, de son cabinet et tout. Et je dis, je veux ces mêmes tons pour mon logo. Donc, ouais, non, je veux carrément être Jean. Et je veux aussi aller plus loin. Je veux trouver un moyen de toucher plus de monde que les gens juste en consulte. Le podcast? Le podcast, ça fait partie de cette stratégie-là. Je veux aller plus loin et je veux aller plus large. On verra. Stay tuned. Oh là là, ce suspense! Et toi, qu'est-ce qui te plaît finalement? Tu vois, quand je t'ai posé la question, je me suis posé la question en même temps. Et bien sûr, les gens, mais moi, le truc qui me vient, c'est le mot Cluedo. Alors, je remercie mes longues soirées d'été de jeunes, mais vraiment la recherche. J'ai vraiment une approche très analytique. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. C'est la partie que j'adore, en fait. Quand je suis en consultation, et en plus, les Anglais diraient que je suis une problème solveuse. Je suis frustrée quand je trouve pas de solution. Et ça a été d'ailleurs au début un problème en sexo parce que j'avais tellement envie de trouver des solutions que j'allais plus vite que la musique. Bah parce que tu peux pas trouver des solutions pour les gens. Bah non, mais j'aimerais beaucoup. Et vu que j'aime bien avoir ce que je veux, j'étais frustrée. Et ouais, le côté Cluedo, et puis pareil que toi, mais moi j'ai vraiment la visée, le côté vraiment féministe aussi, tu vois. C'est de se dire, de travailler sur... Alors, c'est pas une éducation, parce que là, c'est pas une éducation complète à la sexualité. Mais tu vois, moi, je suis hyper heureuse. Là, en ce moment, dans cette période-là, j'ai plein de thérapies qui se terminent parce que les personnes sont arrivées au bout et elles ont plus besoin de moi, et tant mieux. Et quand je leur demande de ce qu'elles retiennent, il y en a beaucoup qui me disent qu'en fait, c'est pas grave et que mon désir, il doit pas être normé et que je dois pas écouter les désirs de mon mec. Ce qui compte, c'est les miens. Et tant que je me respecte, tout va bien, en fait. Mais j'ai envie de les applaudir à chaque fois. Je crois que je les applaudis, en plus. Moi aussi, le nombre de personnes que je suis que j'applaudis. Ah, mais ouais. Mais vous vous rendez compte? Mais quand je vois que ils commencent à mouliner, qu'ils sont pas bien, je leur dis, mais attendez, on va reprendre les notes des premières séances. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Mais de ouf. Mais vous pouvez être tellement fiers de vous. Mais bravo! Et c'est vrai que moi, du coup, donc toi, tu suis une thérapie, une psychanalyse. Ouais. Moi, je suis une thérapie systémique. Ouais. C'est et une supervision comme toi et pour moi aussi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est en permanence valoriser les gens que tu suis. Et au début, quand il m'a dit ça, je me suis dit, moi, j'aime pas valoriser les gens pour les valoriser, tu vois. J'aime pas dire des trucs que je pense pas. Mais en fait, en consulte, t'as envie de les valoriser en permanence parce que rien que sauter le pas d'une consulte, c'est ça. Hein. C'est tellement dur. Et faire ce travail et être là, et j'adore vraiment. Et le sentiment quand il y a des séances qui se terminent. Ah, c'est ouf. Ah, on accouche, quoi. Littéralement. Mais c'est vrai que quand tu as posé la question de qu'est-ce que t'aimes, j'ai pensé aussi tout de suite à toi. Et j'ai dit, mais c'est vrai que la stimulation intellectuelle... Ah, c'est brillant. J'étais sûre que t'allais répondre ça. Ah ouais, la stimulation intellectuelle, moi je trouve que c'est un métier, en fait... effectivement, nous, en plus de ça, allez, c'est le moment où on se lance des fleurs. Enfin, on est très pro dans notre approche. On fait de l'intervision, on fait de la supervision. On a notre thérapie individuelle. Donc, en fait, on met un peu on cadre tout ça. Et quand, en plus, t'as des séances et que tu prépares tes séances et que chaque baisse de désir est particulière, chaque trouble de l'érection est particulier et que tu vas chercher sur Internet et que tu vas croiser avec ou dans des livres et que tu vas croiser avec des éléments, des choses que tu as entendues, des choses que toi tu m'aurais dit ou que Gabriel, avec qui on fait notre intervision, nous aurait dit ou quoi que ce soit. En fait, c'est beau, quoi. Et t'as des espèces de bouffées. Enfin, moi, c'est littéralement la libido, quoi. T'as une énergie de malade qui te prend en te disant, mais génial, quoi. Il y a une explication. C'est vrai que la stimulation intellectuelle, comme tu dis, tu t'ennuies jamais. Après, j'ai eu la chance d'avoir des boulots où je me suis jamais ennuyée, mais ça, c'est vraiment... c'est incomparable. Mais au-delà de ça, l'instinct, je trouve, prend une place énorme. Enfin, des fois, il y a des gens qui me racontent des histoires, comment fonctionne leur famille et tout. Des fois, je dis, je sens que si je creuse là, il va y avoir un truc. Au début, je creuse, on me dit non. Et puis après, les fameuses 5 minutes avant la fin de la consultation. Et là, tout part. Et j'apprends, parce que ça fait quand même pas super longtemps que je pratique, qu'on pratique toutes les deux.
Et cet instinct-là, je le découvre et j'apprends de plus en plus à lui faire confiance en étant toujours méfiante parce que j'ai pas envie d'être biaisée. Mais ouais, l'instinct... Qu'on lui donne une couronne. C'est quoi les valeurs... Alors, les valeurs féministes que tu défends. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te tiennent à cœur dans la vie? C'est quoi les grandes valeurs qui te font avancer? Il y en a 2. La justice et la liberté. On est face à face, juste que pour que les auditeurs et auditrices le sachent. Margot, vraiment, je t'ai vue. Je viens de te visualiser avec en mode statue de la liberté. Hein. Ah ouais. Truc de fou. La justice, c'était tellement... Clac, clac. Mais j'avais même pas préparé. Hein. Non, mais la justice et la liberté, bon, après, ça va peut-être ensemble ou pas. Bon, bref, on va pas faire un débat philosophique de 3 heures là-dessus. Mais la justice et la liberté. L'injustice, ça me rend dingue. Et la privation de liberté, telle qu'elle soit, ce qu'on peut entendre, mais même priver les personnes d'être qui elles sont, notamment par rapport aux questions du coming out, par rapport aux questions trans, par rapport à... Ça me rend folle, mais ça me rend folle. Le simple fait qu'on puisse pas aimer qui on veut, d'un côté, je ferais pas ce métier. Hein. Je pense pas que tu es sexologue et tu puisses être sexologue et homophobe. Mais ouais, la justice et la liberté. D'ailleurs, j'ai le mot liberté tatoué dans le dos. Et toi, c'est quoi tes valeurs? Franchement, aucune personnalité, hein, mais liberté en grande première. Justice aussi. L'injustice, ça me rend dingue, mais liberté avant tout. L'injustice, en fait, je suis presque dans un déni. Genre, je ne comprends pas que des situations comme ça puissent exister. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver sa place dans le monde quand on se rend compte de ces choses-là, tu vois. Clairement. Honnêtement. Bon, après, c'est encore un énorme débat. Mais oui, la question de la liberté, de faire ce que tu as envie, de pas avoir une sexualité qui ressemble aux comédies américaines ou françaises avec lesquelles on a été bercés, qui ressemble pas au Disney, qui ressemble pas à la pornographie, qui ressemble pas aux magazines. En fait, trouver son individualité dans sa sexualité, son identité sexuelle, pas au sens genré du terme, mais vraiment au sens ok, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer et sur quel terrain je ne veux pas aller. Et réussir à être droit dans ses bottes et dire à son ou sa partenaire ce qu'on veut. Pour moi, une fois que t'as ça, après, ça roule quand même pas mal. Légèrement, ouais. Mais du coup, est-ce que tu penses que, par rapport de manière générale à la sexualité, par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution? Parce que le fait de dire à son ou sa partenaire ce qu'on a envie, est-ce que c'est récent? Est-ce que tu penses qu'au contraire, ça a toujours été là, mais c'était réservé à un cercle d'initiés sur toutes les questions du consentement, etc. Tu penses quoi de l'évolution de la sexualité récemment? Bah écoute, avant j'étais ultra tranchée sur cette question et c'était un grand oui, ça a énormément changé. C'est vrai qu'il y a eu un avant et un après MeToo. Le rapport homme-femme a énormément changé. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui un peu une sorte de flou de femmes donc, qui se sont libérées, qui peuvent travailler, être puissantes, mais elles doivent toujours être belles, elles doivent toujours s'occuper des enfants, elles doivent toujours s'occuper de la maison. Et elles doivent aussi, évidemment, être des bons bolis. Et prendre en main leur plaisir, et jouir, et faire jouir, et blablabla. Donc, la perception de la sexualité a énormément évolué. Je suis allée dans un lycée il n'y a pas très très longtemps, et la notion de consentement, franchement, évidemment, on a sensibilisé plein de jeunes, mais il y avait la majeure partie qui disait oui, mais en fait... merci, hein, mais on sait, quoi. On est au courant. La question du consentement, elle est vraiment beaucoup plus mise en avant. Donc là, ça a évolué. Mais je suis pas non plus 100% tranchée parce que j'avais eu l'occasion de faire un webinar il y a quelque temps avec Virginie Giraud, qui est historienne sexualité, qui connaît très bien Jacques Weinberg aussi, qui a été formée. On a fait la même formation avec Virginie. Voilà. Et elle qui a dit, mais en fait, non, il n'y a pas de révolution sexuelle. La révolution sexuelle, c'était en 68. Et là, il y a un peu un retour du puritanisme. Et c'est quand même une vision que je trouve pas du tout inintéressante. Et dans un sens, sur une certaine partie de la population, elle a raison. Ouais, et puis même par rapport à l'avortement aux États-Unis, tu vois. Ah ouais, non mais... Là, nous, on parle d'une révolution sexuelle, une perception de la sexualité qui a évolué.
dans un microcosme. On est dans un mouchoir de poche, toi et moi. Bah, clairement, ouais. Déjà, les sexologues en France, Et pas beaucoup. pas beaucoup. C'est quand même réservé à une certaine classe sociale. Ouais, C'est quand même réservé, encore une fois, aux personnes majoritairement blanches, tout à fait. aux personnes hétéros, en majorité. Enfin, c'est un mouchoir de poche. C'est pour ça que j'ai ambition d'aller chercher ailleurs. T'en penses quoi, toi ? Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Je trouve que, justement, Jacques Weinberg nous disait attention, hein, quand on donne d'un côté, d'un point de vue sexo, on reprend de l'autre, dans le sens où chaque pas et avancé, c'est accompagné d'un recul. Tu vois, nous, en France, on a le mariage pour tous. Il y a eu le mariage pour tous dans certains États des États-Unis. Et là, je parle de l'Ouest, je parle américain, Occidental. Occidental. Parce que c'est, encore une fois, je ne veux pas généraliser, j'ai pas les compétences pour, de toute façon. Mais tu vois, de l'autre côté, on est en train de retirer le droit à l'avortement des femmes, en fait. Je rejoins totalement ce que disait Virginie Giraud, effectivement, en tant la révélation sexuelle, pas tant que ça. Ouais. Parce que j'ai vu un truc passer, je sais plus c'est quoi la stat, mais je crois que déjà, dans un tiers des États des États-Unis, elles ont plus accès à l'avortement. Enfin, tu vois, donc moi, je suis un peu inquiète, en fait. Je me dis, attention, restons vigilantes, quoi. Et même certaines à la contraception. Hein. Mais ouais, carrément, ouais. Je suis en train de devenir toute rouge parce que ça m'énerve. Moi, je suis en train de me vénère, mais ça, c'est pas grave. Ouais. Faut savoir que Margot peut tirer à balles réelles. Sur LinkedIn, notamment. Tu as pas parlé de ton LinkedIn ? Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas grave, parce que ça fait partie du fait que, disons, que j'écrivais beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Donc, oui, effectivement, je tire à balles réelles sur mon compte Instagram, sur LinkedIn. J'attaque salement. Du coup, je me fais attaquer par des vieux 6 hommes blancs hétéros. Mais c'est pas grave, je les bloque. J'ai décidé, non, mais je me suis dit, quand t'es con jusqu'au bout. Donc, j'ai pas envie de perdre mon temps à leur répondre plutôt que... C'est ça, ma révolution. T'es tellement badass, ça me fait rire. Tout à l'heure, pendant mon déj, je parlais de toi aussi avec les filles avec qui je déjeunais. Et c'est vrai que la première fois que je t'ai rencontrée, j'ai dit « Wow, énorme différence entre nous. T'es là, toute mignonne, avec propre sur toi, ton petit nœud dans les cheveux, ta petite écharpe Burberry, genre tout est nickel. Et là, t'ouvres la bouche et tu dis « Ok, il y a une énorme différence entre la première image que j'ai de toi et jamais j'aurais cru qu'on aurait pu se synchroniser autant. » Et je trouve ça ouf. Mais c'est vrai que toi, t'hésites pas à y aller, quoi. Mais il faut le dire, Margot est une énorme star sur LinkedIn. Mais non, mais n'importe quoi. Margot Théroux. Non, mais tu rigoles, c'est pas moi qui passe tous les matins sur Fun Radio, genre, elle est trop humble. L'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait, on se complète. On arrive à la fin de cet épisode. On espère que vous avez réussi et compris où est-ce qu'on voulait vous emmener avec Diane, notre vision et quelles étaient les valeurs fondamentales qui nous animaient, parce que c'est important, parce que clairement, on dira des choses qui parfois ne vous plairont pas. Bah, désolé, mais dans ces cas-là, c'est pas grave, partez. Voilà, elle tire déjà à balles réelles. On n'a même pas sorti le premier épisode. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Basium, nous ne sommes pas que deux. On ne l'a pas fait toute seule, ce bébé. Il y a Juliette et Alice, qui sont celles qui se sont occupées et qui s'occupent respectivement du podcast que vous écoutez, donc c'est-à-dire du montage, du son, de toutes ces bafouilles qu'il va y avoir qu'elle va retirer. Mais il y a aussi Juliette, du coup, qui, elle, a fait toute notre direction artistique, qui a pris du temps sur son temps de travail de façon bénévole, et ça, c'est important de le dire. Donc, allez voir sa page Instagram, c'est Juliette Poney Illustration. Mm-hmm. Et bien sûr, un immense merci déjà à nos premières et premiers interviewés, parce qu'on parle de sujets qui seront pas facile. On parlera de maladies, de viols, mais aussi de choses un peu plus fun, décalage de désir. Mais bref, c'est pas facile de parler derrière le micro. D'ailleurs, nous, on est en train de galérer là. Donc voilà. Est-ce que tu vas ajouter un petit mot, Diane ? Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire avec des petites étoiles sur tous les supports que vous utilisez. Vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez vous abonner aussi à notre newsletter Basium. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, basium.podcast. Tout à fait. C'est bien ça. N'hésitez pas aussi à nous écrire sur l'adresse mail basium.podcast@gmail.com pour nous faire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour nous faire des critiques, pour demander si vous voulez participer à un épisode. En tout cas, Margot et moi, on reste vraiment à votre écoute. C'est un plaisir de lancer ce projet. Je suis très excitée, je suis très heureuse.
Merci beaucoup Margot d'avoir accepté de te maquer avec moi pour cette aventure. Mais merci à toi de t'avoir maqué avec moi. De t'être maqué. De t'être maqué, j'en perds mon latin. C'est la fin de semaine, à la fin de journée, les sexologues sont fatigués. C'est ça. En tout cas, on espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. À très vite.